Donc, bonjour Monsieur Jachet, on est très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans notre forum des carrières de l'IFA. C'est en fait le huitième jour, vous êtes peut-être le huitième ou le neuvième parent à intervenir et dans un secteur qui jusqu'à présent n'était absolument pas représenté, donc on est d'autant plus content de vous accueillir. Donc vous êtes investisseur et vous faites du conseil pour des sociétés qui font du biocontrôle, d'après ce que j'ai cru comprendre, notamment. Donc, j'aimerais bien que vous nous expliquiez exactement en quoi ça consiste, parce que c'est quelque chose qui a l'air très, très compliqué. Et donc, comme nous travaillons en ce moment avec les élèves de sixième autour de l'agriculture intensive et de ce que c'est que de travailler, d'habiter un endroit où on pratique de l'agriculture intensive, comme par exemple dans les grandes plaines américaines. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi votre travail est pertinent par rapport à ce qu'on fait en ce moment? Voilà, merci beaucoup. D'accord, avec plaisir. Bonjour les enfants, bonjour Monsieur Maljean et bonjour Madame Faure. Merci de me donner l'occasion de vous parler aujourd'hui. De combien de temps dispose-t-on et comment voulez-vous qu'on organise la discussion? Alors, on a en fait à peu près 40 minutes, d'accord? D'accord. Après 40 minutes. Donc, je pense que vous pouvez d'abord faire votre présentation parce que pour que les enfants comprennent bien ce que vous faites. Et puis après, ils vous poseront des questions. Je pense que c'est le plus simple. D'accord, parfait. Et s'il y a des questions de compréhension entre-temps, n'hésitez pas. Voilà. Donc, je suis le père d'Ulysse et j'ai un métier effectivement d'investisseur et de conseil auprès de différentes sociétés pour les aider dans leur développement. Euh, je vais peut-être vous expliquer en fait comment j'en suis arrivé à ce métier-là et ensuite parler d'une situation spécifique dont je pensais qu'elle pourrait vous intéresser et donner un écho au cours que vous suivez sur l'agriculture intensive, notamment aux États-Unis, avec une société que j'accompagne depuis 8 ans et qui a connu des développements importants ces dernières années. Euh, Quand j'étais à l'école comme vous, j'aimais beaucoup l'école et j'aimais presque toutes les matières, mais avec une préférence pour les sciences, les mathématiques et la physique. J'avais très envie de comprendre et la chimie. J'avais envie de comprendre le monde, de comprendre comment les choses fonctionnaient. Et tout ce que vous faites en ce moment avec les mathématiques, ou avec Monsieur Madjian ou Monsieur Bécoiseau, vous permet de mieux comprendre certains des éléments de votre vie quotidienne. Et moi, j'ai voulu pousser en fait ces études-là pour comprendre, au-delà de l'application et des petits exercices en fait, qui peuvent être donnés, comment tous les scientifiques, au fil des siècles, étaient arrivés à expliquer ou à nous permettre de comprendre le monde dans lequel on vit et avoir des innovations qui permettent de voir un développement phénoménal en fait du confort et du mode de vie des êtres humains depuis notamment un siècle et demi ou 2 siècles. Pour cela, j'ai fait des études d'ingénieur qui sont assez longues. J'ai fait 6 ans d'études après le bac, en passant par un mécanisme dit de classe préparatoire. J'ai intégré une école d'ingénieur réputée en France et j'ai commencé à travailler dans ce que l'on appelle un cabinet de conseil en stratégie, où mon métier, alors que je commençais tout juste à travailler, alors à l'issue de ces études, ce qui est assez intéressant, c'est que on avait avec mes camarades d'études tous suivi une formation similaire, donc on était très fort en maths, très fort en chimie, très fort en physique, on comprenait comment le monde fonctionnait, mais cette formation ouvrait en fait sur énormément de métiers différents. Donc j'ai des amis qui, à l'issue de ce travail-là, sont devenus chercheurs en astrophysique, ont fait un doctorat et observent les planètes lointaines pour essayer de trouver, ou les galaxies lointaines, pour essayer de trouver dans les étoiles d'autres des exoplanètes. Ou d'autres de mes amis sont partis travailler sur des métiers techniques pour faire ce que l'on appelle du génie civil. Donc par exemple, construire un pont, construire un stade de foot, construire une tour comme le Gherkin ou le Shard à Londres et progresser en fait dans les responsabilités qu'ils ont dans ce type d'environnement. D'autres de mes amis sont allés travailler chez Boeing ou Airbus où ils sont maintenant en charge du dessin et de la conception de certaines parties d'avions que vous utilisez quand vous partez en vacances. Donc des métiers très variés. Et celui que moi j'avais choisi était un métier de conseil pour aider des sociétés à travers une approche qui utilisait les méthodes analytiques qui étaient appliquées, que j'avais apprises pendant mes études, et de les appliquer à des situations d'entreprise.
Donc, qu'est-ce que c'est une entreprise? C'est une société, c'est un groupement d'individus qui a conçu un produit ou un service qu'il propose à des clients potentiels. Et la question est de savoir comment proposer le produit ou le service qui convient le mieux à cette société et comment faire pour le produire ou l'offrir d'une façon qui soit un tarif qui soit intéressant pour cette société, pour les clients. Mais il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans ces sociétés, et j'imagine que certains de vos parents travaillent dans des sociétés euh, de ce type-là, pour réfléchir où est-ce que l'on alloue les ressources. C'est-à-dire qu'on a un métier. Si on prend l'exemple, je sais que le père de Matane que j'ai croisé travaille dans le groupe L'Oréal, et j'imagine qu'on a tous chez nous des produits de la vie courante qui viennent de sociétés de ce type-là. Mais la question se pose de se dire, d'accord, il y a des shampoings, des savons, des produits de beauté qui existent, mais qu'est-ce que l'on va faire sur les nouveaux besoins, sur ce que les personnes veulent après? Et donc, il y a des réflexions et des métiers qui sont spécialisés pour venir aider les sociétés à réfléchir à la façon dont elles vont organiser leurs ressources. Ça peut être une expansion géographique, une société qui est basée uniquement en France, en Angleterre, mais qui a un produit tellement intéressant qu'elle se dit, il y a 200 produits dans le monde, comment est-ce que je vais faire pour que mon produit ou mon service soit vendu dans d'autres géographies que celle sur laquelle je suis occupé aujourd'hui? Il y a une société qui peut avoir un produit ou un service et qui veut développer un autre produit ou un autre service. Et à ce moment-là, vont se poser des questions sur comment est-ce qu'on définit ce produit, est-ce qu'on le développe en interne, comment est-ce que l'on recrute des personnes qui vont permettre de le développer, comment est-ce que l'on rachète une société qui sait déjà le faire en lui offrant des moyens et une ambition supérieure. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans à l'issue de mes études pour un cabinet de conseil en stratégie, c'est comme ça que s'appelle ce métier, qui s'appelait le Boston Consulting Group, basé à Paris, en travaillant dans toute l'Europe. Je parlais anglais et allemand déjà à l'époque, et c'est quelque chose que j'avais trouvé passionnant, parce qu'on se retrouvait à un âge relativement jeune, à être avec des petits groupes de 4 ou 5 personnes pour aller conseiller souvent les dirigeants ou les propriétaires de sociétés de grosse taille sur la façon dont, pour les aider à répondre de façon analytique à une question qu'ils s'étaient posée. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions à ce stade sur ces éléments-là? Donc, vous n'oubliez pas d'enlever votre micro si vous voulez poser une question. Est-ce que là, vous avez compris ou pas en quoi ça consiste pour l'instant, le métier? Oui. Oui? Oui, c'est sûr? Pour tout le monde? Ok, alors on continue. D'accord. Alors, j'avais fait des études de sciences en fait assez poussées, mais je me suis rendu compte en fait à l'occasion de ces 4 années que euh, par rapport au métier vers lequel j'avais évolué et qui était peut-être moins technique que celui que certains de mes camarades d'études avaient pu choisir, que je manquais de compréhension sur des aspects financiers qui sont importants dans la gestion des entreprises, puisque l'objectif d'une entreprise est d'équilibrer ses comptes et de gagner de l'argent et de rendre une partie de l'argent aux actionnaires qui l'ont aidé à développer cette société. Sur les problématiques d'organisation, sur une vision peut-être plus internationale du monde que celle que j'avais pu développer en étant basé en Angleterre. Et donc, j'ai postulé pour faire des études complémentaires. À la fin de mes 6 années d'études, je me disais que c'était peut-être beaucoup et que j'avais envie d'arrêter. Mais en fait, après avoir travaillé pendant 4 ans, j'ai eu envie de redevenir étudiant. Et donc, j'ai préparé des dossiers pour aller étudier dans une université américaine. Et j'ai eu la chance d'être admis dans une université que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Harvard, où j'ai réalisé un MBA, c'est ce qu'on appelle un Master of Business Administration, qui sont des études extraordinairement intéressantes. C'est assez difficile d'y rentrer, mais une fois qu'on y est, on vit une expérience pendant 2 ans avec un mode d'enseignement qui est très différent de celui que vous pouvez avoir aujourd'hui ou de celui que j'avais eu en fait pendant le début de mes études françaises, qui est un enseignement fait par ce que l'on appelle la méthode de cas. Et ce que ça signifie est que, au lieu d'avoir une trentaine d'heures de cours, comme ce que vous avez sans doute en ce moment à l'EIFA, ou peut-être pas dans le mode de confinement actuel, mais dans un contexte plus habituel quand vous venez à l'école, ou que vous aurez lorsque vous progressez au collège et ensuite au lycée, le travail se fait par une étude de situations spécifiques où on doit lire, avant d'aller en classe, un dossier qui va faire entre 10 et 150 pages, avec des questions qui sont posées, on doit y réfléchir,
Et ensuite, le professeur qui anime une classe de 80 personnes n'est pas là pour faire un cours magistral pendant lequel on prend des notes, mais simplement pour guider une discussion parmi les 80 élèves de la classe qui apportent chacun leur point de vue. Alors, un petit peu suivant la méthode socratique, une méthode philosophique que vous connaissez peut-être, on peut faire découvrir et on peut enseigner, pas à partir du moment où il y a eu un bagage qui a été acquis par la lecture. On peut enseigner en orientant les questions et en faisant en sorte d'animer un débat entre les expertises qui étaient apportées par différents élèves de la classe. Là encore, dans la classe de 80, il y avait des personnes qui avaient travaillé pour l'ONU, qui étaient avocats, qui étaient financiers, qui étaient ingénieurs, qui faisaient du marketing, qui fabriquaient des produits, des services et qui venaient du monde entier. Il y avait plus de 50 nationalités qui étaient représentées en fait dans ce MBA, dont une trentaine dans ma classe de 80 personnes, et donc avec des discussions très intéressantes et très riches. À l'issue de cette formation de 2 ans, je suis venu m'installer en Angleterre, et ça fait une vingtaine d'années, pour pratiquer le métier d'investisseur, d'abord avec une grosse société anglo-saxonne, et depuis 20 ans, j'ai aidé en fait au rachat ou à développement de 25 sociétés dans des secteurs très variés. Ces secteurs très variés, j'avais pris l'habitude en fait de m'y habituer en ayant l'occasion de faire ce métier de conseil où les missions étaient relativement courtes pour beaucoup de sociétés. Et le métier que je pratique, que j'ai pratiqué pour cette grosse société et que je pratique aujourd'hui, est un métier que je trouve très complet et passionnant parce qu'il revient à aider des sociétés à se développer. Donc, quand quelqu'un a un cabinet d'avocats et se dit aujourd'hui, nous étions 10 avocats il y a 10 ans, nous sommes 50 avocats, qu'allons-nous faire comme perspective future? Nous souhaitons soit fusionner avec d'autres avocats dans d'autres géographies du monde pour pouvoir offrir à nos clients un service global. Donc, il y a des réflexions qui se mènent dans ces moments-là. Une société peut. J'ai été appelé aussi au fil de ces 20 dernières années à développer des projets de ressources naturelles. Donc, par exemple, une mine d'or dans un pays au Brésil où tout un travail avait été fait par des géologues pour comprendre ce qu'il y avait sous la terre. Et ensuite, il fallait étudier le dossier d'un aspect technique, trouver des financements et ensuite construire une équipe pour passer de 5 personnes à 500 personnes en 3 ans et partir grosso modo d'un champ sur lequel il n'y avait rien que des trous qui avaient été faits pour définir ce qu'il y avait dans le sous-sol et construire un véritable projet qui fonctionne. J'ai fait ça sur des projets de cuivre, par exemple. Le cuivre ou l'or ou le nickel sont des métaux que vous utilisez en permanence sans forcément vous en rendre compte. On est en train de se connecter sur ordinateur. Votre ordinateur est bourré de métaux. Le fil qui connecte votre ordinateur au circuit électrique ou à Internet est un fil de cuivre ou de fibre. Où l'électricité, en tout cas, vient par le cuivre. Et donc, il y a besoin de ces métaux pour arriver, pour communiquer l'information ou communiquer l'électricité jusqu'à votre ordinateur. Alors, je vais vous parler peut-être, est-ce que c'est clair sur ces aspects-là où j'ai parlé un petit peu de la présentation du métier d'investisseur, qui est un métier complet où on regarde plein de sociétés différentes et où on les regarde sur des aspects qui sont aussi extraordinairement variés parce qu'on cherche à comprendre le métier de la société, les produits, ses objectifs de développement. On cherche à comprendre ses résultats historiques pour voir si ce qu'une société a été capable de faire historiquement est un bon indicateur de ses perspectives de développement. Et ensuite, se rajoute à ces études un petit peu conceptuelles une analyse financière, juridique, fiscale, environnementale, pour s'assurer qu'une société a à la fois les capacités et n'a pas trop de risques associés avant de définir une valeur à laquelle de nouveaux capitaux vont pouvoir être apportés pour l'aider à se développer. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ou est-ce que c'est un petit peu trop technique? Alors, est-ce que tout le monde a compris en quoi consiste le métier d'investisseur? Parce que ça, c'est une partie du travail de M. Jachet. Et ensuite, il va expliquer à travers un exemple concret d'une des sociétés qui l'accompagne, comment ça fonctionne au quotidien, par exemple. D'accord? Est-ce que vous avez compris ou pas? Oui. Oui? Ok. Alors, on peut continuer. Et c'est un métier qui est complet parce qu'il se pratique à plusieurs.
On est toujours plusieurs en fait à prendre des décisions ou à revoir des opportunités d'investissement. Et c'est un métier où on est un petit peu le chef d'orchestre de groupes de différents conseils spécialisés, chacun dans leur secteur d'activité. Et il m'est arrivé, sur les 25 transactions que j'ai réalisées, dont je vous parlais précédemment, d'avoir des dossiers ou des opportunités qui étaient très grosses. Une société dans laquelle il y avait 12 000 employés, qui a été reprise en fait par un groupe industriel qui souhaitait la développer pour 1 milliard de dollars, donc des sommes qui sont très significatives. Mais il m'est arrivé aussi, et c'est l'exemple dont je vais vous parler aujourd'hui parce qu'il peut être plus pertinent ou plus facile en fait à comprendre, d'accompagner une société dans laquelle il y avait 15 personnes et qui avait des ambitions et que l'on a développé en fait au fur et à mesure. Alors dans ce métier, on travaille un peu comme chef d'orchestre. Quand j'étais chef d'orchestre en fait sur la plus grosse société dont je me sois occupé, j'ai fait travailler jusqu'à 125 personnes pour moi. Donc j'avais 3 cabinets d'avocats, j'avais des cabinets de conseil, j'avais des fiscalistes, j'avais des spécialistes environnementaux, j'avais des cabinets de conseil en stratégie, j'avais des cabinets de conseil en images, etc. J'avais plusieurs banques qui m'assistaient, plusieurs spécialités. Et on a un rôle en fait de conseil où on coordonne toute une série d'informations qui arrivent jusqu'à se dire est-ce que oui ou non un investisseur va être intéressé pour aider cette société à se développer et à quel niveau de valorisation est-ce qu'il va accepter en fait de rentrer au capital de la société. Donc, si vous prenez un exemple, vous allez tous, j'imagine, faire des courses occasionnellement dans une boulangerie. Suivant que vous allez dans une petite boulangerie de quartier, qui a une boulangerie, ou que vous allez chez Paul, qui est une chaîne internationale avec quelques dizaines de magasins en Europe, une forte présence en France, etc. Ils font le même métier. Vous allez à chaque fois pour chercher votre baguette, mais les perspectives et les problématiques qui se posent autour de ces sociétés ne sont pas du même ordre. Alors maintenant, pour venir plus spécifiquement en fait à une société dont je m'occupe depuis 8 ans. C'est une société française basée à côté de Paris qui s'appelle aujourd'hui M2I Life Science et je pensais en fait que cette opportunité que cette société pouvait être intéressante pour vous à discuter à présenter parce que, elle propose des produits que je trouve fantastiques. Et qu'elle connaît un développement très fort et qu'elle est une bonne indication pour vous qui avez 10, 11 ans et qui rentrez dans un monde où vous vous rendrez compte que certains des métiers que vous réaliserez n'existent peut-être pas aujourd'hui et que ce que vous faites en allant à l'école aujourd'hui est d'une certaine façon d'apprendre à apprendre. Quand Madame Faure vous pose, lors de votre dernier contrôle, une question sur le Sahara, alors que vous avez étudié l'Amazonie et l'Himalaya, ou je ne sais pas quelle autre région, c'est parce que, d'une certaine façon, vous avez appris un sujet, mais elle est en train de vous demander d'appliquer certaines de vos connaissances à un environnement différent. Et tout ce que vous faites en ce moment avec M. Maljan, par exemple, en sciences, quand vous étudiez les forces, peut-être que certains d'entre vous continueront et feront de la physique, mais peut-être que d'autres d'entre vous n'en feront pas. Mais ce que M. Maljan vous aura aidé à faire, c'est découvrir un sujet auquel vous ne connaissez rien, et en quelques semaines, en quelques jours, avec du travail, en parlant à des tiers, en lisant des livres, vous informer sur ce sujet pour qu'il puisse devenir pertinent. Et donc, tout ce que vous apprenez à l'école est créé pour vous apprendre à apprendre d'une certaine façon. Et vous oublierez peut-être une partie du contenu, mais votre cerveau, votre esprit, votre curiosité vont être nourris au fur et à mesure pour être capable de faire un métier qui existe peut-être aujourd'hui, ou qui peut-être n'existe pas, mais sera à créer ou que vous aiderez à créer. Et vous connaîtrez un environnement professionnel qui sera sans doute très différent de celui que vos parents ou moi-même ont pu connaître, où vous travaillerez pour plusieurs sociétés, peut-être plusieurs en parallèle. Et quand je vois la façon dont certains de mes camarades travaillent, dont moi je travaille, c'est vrai que les éléments ont déjà beaucoup évolué en 20 ou 30 ans et continueront à évoluer de façon significative. Alors, cette société en question dont je vais vous parler, elle fait un produit qui est passionnant et qui s'appelle des phéromones. Alors, qu'est-ce que sont les phéromones? Les phéromones, c'est un produit olfactif, donc c'est un produit qui est produit naturellement par les insectes lors de leur reproduction. Donc, lorsqu'un mâle retrouve une femelle comme insecte, il génère des phéromones et ça leur permet de s'accoupler et ensuite de proliférer, donc d'avoir une descendance et de plus en plus, d'insectes. Ces phéromones sont utilisés dans l'agriculture.
Est-ce que l'un de vous peut me dire combien il y a d'habitants sur la Terre aujourd'hui? Allez, vas-y, Est-ce Francesca. que je peux le dire? En Alors, fait, non. alors Matane, Il y a à peu près 7,7 milliards d'habitants. Alors, tu es plus précis que je l'aurais imaginé, bravo. Moi, j'avais un chiffre effectivement de 7, 7,5. Et est-ce que l'un d'entre vous a une idée du nombre d'habitants qu'il y avait dans le monde il y a 50 ans? Je... 4 Tout ce milliards. que je sais, Il y en avait 4 milliards, je pense. 4 milliards, je pense que c'est une bonne estimation, oui. Donc, on est passé de 4 milliards à 7 milliards et demi. Et en 2050 ou 70, d'ici 20-40 ans, on s'attend à ce qu'il y ait plus de 10 milliards d'habitants. Quand on passe de 4 milliards à 10 milliards, il y a des vraies questions qui se posent. Lorsque vous avez étudié avec Madame Faure l'adaptation de l'homme à son environnement, aussi bien sur le paléolithique, le néolithique, qu'est-ce que vous avez regardé comme problématique? Vous avez regardé comment l'homme Déplace, se déplace, oui, mais alors pour subvenir à ses nourrit, besoins, se nourrit, se absolument, loge. se nourrit, se loge, s'occupe et ses croyances. Ce sont les 4 points que vous avez revus en général. Donc là, on est en train de parler de l'agriculture et donc d'un problème de nourriture. Et ce problème de nourriture, il est très important parce qu'il y a une partie de la population mondiale, de façon significative, qui fonctionne aujourd'hui ou qui ne se nourrit aujourd'hui simplement sur une base de produits agricoles, donc exclusivement de végétaux et de fruits, sans avoir accès à ce que l'on appelle un régime protéiné, c'est-à-dire un régime de viande. Grosso modo, pour simplifier, ça correspond à une partie des pays en développement, notamment l'Inde, la Chine et toute l'Asie du Sud-Est, où une grosse partie de l'alimentation se fait à base de riz et où une partie encore importante de ces pays n'a pas accès à un régime protéiné, donc à de la viande. Et la complexité qui arrive lorsque les personnes se mettent à consommer de la viande, c'est que les animaux eux-mêmes vont consommer des végétaux, des céréales pour croître. Donc la problématique pour l'être humain aujourd'hui, c'est non seulement de voir comment on passe de 4 à 7 milliards et demi à 10 milliards d'habitants et comment est-ce que l'on fait pour nourrir toute cette population, mais de se dire aussi que pour nourrir toute cette population, il y a une difficulté supplémentaire qui est que cette population consomme davantage et va consommer davantage de céréales, davantage de fruits et légumes au fur et à mesure qu'elle évolue et donc que les besoins sont très importants. Pourquoi cette introduction? Pour vous dire que c'est une des clés importantes que de savoir comment l'agriculture pourra nourrir les hommes dans le futur. Il y a des problèmes de ressources, d'accès à la terre, il y a des problèmes d'accès à l'eau, il y a des problèmes juste de quantité nécessaire et de bonne répartition dans la planète de ces ressources pour être en mesure de nourrir tous les humains correctement. Je me permets de vous couper juste une seconde. Les élèves, quand on parle d'agriculture, nous, on a fait 2 études de cas. On a fait les Grandes Plaines américaines et là, on vient de terminer Madagascar. Donc là, Madagascar, on a parlé de culture, d'agriculture vivrière. Là, on est sur une agriculture, enfin, quand M. Jachet parle de l'Inde ou de la Chine, l'Inde et la Chine, ce sont 2 pays qui effectivement sont en développement, qu'on appelle donc des pays du Sud, c'est la classification, et qui sont en train d'entamer une transition, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, alors que le régime était un régime essentiellement de légumes, il y a de plus en plus de personnes qui veulent effectivement manger de la viande. Voilà, c'est en gros ce dont il est question. Je me permets juste de dire ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, il y a plus de personnes. Il y a des personnes qui, comme elles mangent de la viande, en fait, induisent une nécessité de production céréalière plus importante. Et donc, il y a un besoin qui est très significatif. Alors, un des problèmes qu'a le monde aujourd'hui, et j'imagine que vous en êtes conscient et que vos parents en sont conscients aussi, est-ce que certains d'entre vous savent ce que ça veut dire des produits bio? Oui. Oui. Vas-y, Inès. je crois, Est-ce que je pense c'est que oui. Attends, Ulysse. Ulysse, il y a Inès qui parle. est-ce que c'est quand on utilise des produits sans des produits chemicals? Des produits chimiques, d'accord? Oui, c'est une bonne façon de voir. Alors, une des difficultés, si vous voulez, de l'agriculture par rapport à cette pression très importante pour nourrir la planète est que
Si jamais on plante quelque chose sur des sols, certes, la pluie tombe et vient aider les plantes à croître, mais les terres s'appauvrissent. Parce que quand vous voyez un arbre ou quand vous voyez des épis de blé ou du maïs pousser, ou des fruits et légumes, des haricots verts, des fraises pousser de la terre, toutes ces feuilles, tous ces fruits et ces légumes que vous voyez, ils sont venus se nourrir, se créer à partir de l'eau qui est tombée, mais aussi des nutriments qu'il y a dans la terre. Et donc, il y a un besoin de renouveler ces nutriments dans la terre si jamais on cultive, parce que sinon, au fur et à mesure, le fait de cueillir et de récolter après année, année après année, appauvrit cette terre et fait qu'elle n'est plus en mesure de venir nourrir suffisamment, de venir produire suffisamment pour nourrir le monde. Donc il y a un besoin, et ça c'est la première catégorie en fait de produits qui sont ajoutés dans l'agriculture, qui sont les fertilisants. Les fertilisants, c'est parfois vu comme quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui est en fait essentiel si on veut éviter d'appauvrir la terre. Et les besoins en nourriture qu'a la terre aujourd'hui sont tels que simplement produire très peu pour que le renouvellement, avec les feuilles des arbres qui tombent, etc., qui se décomposent, viennent pour suffire pour nourrir la terre et lui permettre de produire ce qui est nécessaire, ne conviendrait pas. Il y a un deuxième sujet, qui est celui dont on va parler aujourd'hui, qui sont les pesticides. Et tu avais raison, Inès, tout à l'heure, quand tu mentionnais qu'on mettait des produits chimiques en fait, sur une bonne partie de la production. Et la raison pour laquelle on fait cela est qu'il y a des insectes qui viennent détruire les récoltes. Si on n'utilisait aucun pesticide, ce qui peut se faire dans le cadre d'une agriculture bio extrême, il peut y avoir jusqu'à 80 ou 90% d'une récolte qui est détruite. Donc, au lieu de retirer 1000 ou 1 tonne de fraises à l'hectare, vous retiriez simplement 200 kilos de fraises à l'hectare. Là, alors on peut se dire c'est très bien parce que les fraises qui resteront seront très bonnes, peut-être, mais le problème c'est que au lieu d'acheter 1 kilo de fraises 5 ou 10 livres, vous devriez le payer 5 fois plus cher pour que ça reste possible. Et ça poserait également un problème à l'agriculteur qui, lui, ne pourrait plus gagner sa vie en vendant aussi peu de ses produits. Il y a Ulysse qui a levé la main. Ulysse, tu voulais poser une question. Oui. J'ai une question à propos du sujet. Si on n'aura plus de quoi nourrir les personnes beaucoup plus tard, comment est-ce que les gens vont faire pour vivre? Alors, la question est que c'est compliqué, mais la question n'est pas que c'est impossible. Mais en revanche, la question que tu poses, Ulysse, signifie effectivement que il faut une bonne adéquation, donc une bonne équivalence entre les ressources qui sont produites et la taille de la population et son mode de consommation. Le fait de produire suffisamment, ça veut dire avoir suffisamment de terres arables, de terres agricoles, et c'est un des enjeux qui est débattu pour savoir s'il faut plus ou moins de terres agricoles, et c'est d'avoir une productivité, c'est-à-dire une quantité fabriquée par hectare de terre qui soit suffisante, un rendement. Et ces rendements sont en augmentation et c'est en partie une bonne chose. Après, il faut faire attention à ce que cette augmentation de rendement se fasse sans nuire à la santé. Alors Inès, pour revenir à toi tout à l'heure, tu parlais de produits chimiques, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits chimiques, herbicides ou pesticides, herbicides pour tuer les herbes, pesticides pour limiter l'impact des insectes, qui sont déversés sur les produits. Pour vous donner une idée, et la société que j'ai aidée depuis 2012, que j'avais aidé à racheter en fait en 2012, et ensuite on a racheté une grosse usine en 2013, et depuis 5 ans on se développe, et l'année dernière on a mené une levée de fonds très significative pour les aider à se développer à l'avenir parce qu'ils ont des ambitions mondiales, est une société qui, au lieu de mettre des produits chimiques qui restent sur le fruit ou le légume
que vous allez chercher au supermarché et avec lequel vous allez cuisiner, de proposer une méthode alternative qui ne laisse aucun résidu sur le fruit et qui ne laisse aucun résidu non plus dans les nappes phréatiques, donc dans les nappes d'eau qui se trouvent sous la terre. Donc, on est vraiment dans ce qu'on appelle le biocontrôle. Là, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, il y a pas on essaye de limiter au maximum la pollution des sols et des nappes. La pollution des sols, la pollution des nappes et les résidus qui Ouais. restent sur les fruits ou les légumes que vous allez consommer. Et du coup, Alors, on essaye de préserver aussi la santé des consommateurs parce que exactement. Alors aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est très forte dans des pays comme la France ou l'Allemagne, qui commence à se développer dans le monde. C'est la première chose qui fait que les consommateurs, en général, sont prêts à payer un petit peu plus cher pour, dans mon exemple tout à l'heure, au lieu d'avoir 1 tonne de fraises par hectare, 200 kilos de fraises par hectare, c'est pas suffisant pour que l'agriculteur gagne sa vie, mais peut-être que 800 ou 900 kilos, ça peut suffire et il va faire payer ses fraises un petit peu plus cher, mais ce seront des fraises qui n'auront pas reçu de produits chimiques. Pour vous donner une idée, lorsque vous consommez des pommes, il y a entre 25 et 32 traitements phytosanitaires qui ont été opérés. Donc, entre les produits fertilisants, alors ce qu'on appelle les traitements phytosanitaires, c'est le nombre de fois où l'agriculteur sera passé et aura déversé sur son pommier des produits pour aider l'arbre à grandir, éviter les champignons, éviter les insectes, faire en sorte que les fruits se développent d'une taille suffisante pour qu'ils soient attractifs lorsque vous allez les consommer. Sur ces 25 à 32 produits, le problème, c'est que on retrouve des traces. Et si on fait des analyses chimiques dans un supermarché sur une pomme, tous ces produits restent présents sur la peau de la pomme. Donc l'implication pour vous, c'est qu'il faut laver bien les fruits et les légumes, c'est qu'il faut souvent enlever l'écorce ou peler les fruits pour éviter que la partie qui peut rester en surface de ces produits ne soit consommée lorsque vous le mangiez. Et la société que j'aide en fait depuis 8 ans a développé des produits qui sont des produits dits des phéromones, qui ont l'avantage d'être des odeurs. Et ils fonctionnent en empêchant les insectes de venir détruire la récolte. Donc, quand je vous parlais de l'exemple tout à l'heure où une récolte peut être détruite de 10, 20, 50, 80% à cause de l'impact des insectes qui vont venir dévorer les fruits, eux ont trouvé une méthode qui, sans mettre de produits chimiques qui restent sur le fruit ou vont polluer les eaux souterraines, dégagent une odeur que les insectes vont reconnaître comme leur propre odeur qu'ils utilisent lors de la reproduction. Et du coup, au lieu de se reproduire parce qu'ils seront un peu perdus, et au lieu de faire en sorte que quand une centaine de papillons dévoreurs d'un fruit particulier viennent sur un champ, ils se transforment en milliers de papillons parce que autant de produits sont présents. Ce produit va faire en sorte qu'il reste simplement un petit nombre d'insectes et qu'il y ait un contrôle de la destruction pour qu'elle ne soit pas trop significative. L'impact étant qu'il n'y a aucun résidu sur le fruit et aucune pollution de la nappe phréatique. Donc cette société a développé 70 produits qui traitent 70 fruits et légumes différents et elle est en train de procéder à ce que l'on appelle des homologations, parce qu'avant d'avoir le droit d'utiliser un produit de ce type-là dans l'agriculture, il faut obtenir une autorisation du gouvernement qui va vérifier en fait que ce produit est effectivement aussi peu nocif qu'il le prétend. Et ces processus d'homologation durent 2, 3, 4 ans. C'est presque aussi long. Alors, c'est similaire en fait en termes de typologie d'études à ce qui peut être fait sur des médicaments avant qu'ils ne soient autorisés. Et la société que l'on M2I Life Science que j'aide depuis 8 ans, au début avait trouvé ces produits dans un portefeuille de produits pharmaceutiques qui était l'objet initial en fait de la reprise, a investi est passé de 15 personnes au début à 50 à l'occasion d'un deuxième rachat. Ensuite, on l'a développé en fait jusqu'à 125 personnes l'année dernière. Et l'année dernière, nous avons mené en fait une levée de fonds significative auprès de gros investisseurs pour leur apporter l'argent qui était nécessaire au déploiement des 70 produits
pour aider à développer la taille de l'usine, pour passer de 150 à 400 personnes sur les 3 prochaines années, donc recruter des personnes, pour réaliser les processus d'homologation qui sont très coûteux, donc les allers-retours avec l'administration pour obtenir les autorisations, parce qu'il faut faire tout cela avant d'avoir commencé à vendre le produit ou un produit donné. Madame Faure, vous êtes sur mute, je crois. C'est tout à fait, merci. Donc, typiquement, le type de personnes que vous allez recruter là, vous recrutez quoi? Des chimistes, vous recrutez des avocats, vous recrutez des… Qu'est-ce que vous recrutez pour tous ces tous ces processus? Alors, pour tous ces processus, il y a un peu dans tous les secteurs. En fait, quand une société passe de 50 personnes à 150 personnes ou à 400 personnes, ce qui est prévu aujourd'hui, il va y avoir des recrutements de personnes en recherche et développement, parce qu'une fois que ces produits ont été trouvés, il faut aussi les formuler, les développer. Et il y a différentes méthodologies d'application. Donc, il y a un gros travail à ce niveau-là. La société a aujourd'hui une vingtaine de docteurs en chimie organique et des spécialistes de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie chimique. Il faut recruter des avocats ou des juristes qui effectivement vont gérer toutes les interactions avec l'administration pour obtenir les homologations, c'est-à-dire les accords et les autorisations pour mettre ces produits sur le marché. Il faut recruter aussi beaucoup de personnes avec un profil commercial, parce qu'une fois que l'on a un produit, qu'il est autorisé, il faut recruter des personnes en production pour pouvoir le produire, bien sûr, et enfin en commercial pour être en mesure de le mettre à disposition par les bons canaux de distribution dans toutes les géographies pertinentes et la société à disposition mondiale. Donc, les premiers éléments sont en France et en Europe, mais il y a des développements qui ont déjà lieu en Chine, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Donc là, pour l'instant, est-ce que ces produits sont à la vente ou pas encore? Alors, la société vend déjà 7 des 70 produits qu'elle a développés. Il y a des dérogations qui ont été données dans certaines géographies parce que la problématique de pollution des pesticides devient tellement complexe que certains pesticides ont été complètement interdits. Et l'agriculteur, face à cette problématique, se retrouve avec zéro solution. Donc, il dit, est-ce que 50% de ma récolte va disparaître? Donc, dans ces cas-là, certains gouvernements, en France notamment, en Allemagne, autorisent des dérogations dans certains contextes spécifiques, avec des modes d'application, des protocoles d'application, c'est-à-dire des façons d'appliquer le produit. Est-ce que le produit va être mis une fois, 2 fois, 5 fois dans la saison? À quel moment? Dans quelle concentration? Donc, il y a beaucoup d'allers-retours entre les techniciens, les vendeurs et puis les autorités réglementaires qui ont aussi des laboratoires comme l'INSERM en fait, ou l'INRA qui sont impliqués du côté du gouvernement français pour donner cette typologie d'autorisation. Donc, c'est vraiment tous les secteurs d'activité qui sont invités et qui doivent monter en puissance pour permettre ce type de développement. Ok. Monsieur Maldian, est-ce que vous avez une question ou les élèves? Oui, peut-être. Je voulais Oui. poser une question un peu plus pour revenir sur ces phéromones. Est-ce qu'elles sont spécifiques à chaque espèce d'insecte? Parce qu'on parle pas mal du déclin des abeilles, par exemple, qui est un problème un petit peu dans le monde. Donc, est-ce qu'il y a risque que ces phéromones puissent mettre en danger un petit peu le rythme biologique des pollinisateurs ou… Alors, vous posez une très bonne question et une question qui est pertinente en fait sur 2 aspects. Le premier c'est une des difficultés des pesticides, c'est que non seulement ils sont nocifs pour l'être humain, mais en plus que les animaux au fur et à mesure ou les champignons développent des résistances. Quand on étudie l'évolution des espèces en fait, avec Darwin, les espèces s'adaptent et les espèces ont eu la capacité en fait d'évoluer et de devenir de plus en plus résistantes en fait à toute une série de pesticides. L'avantage des phéromones est qu'elles procèdent en fait par un mécanisme qui n'est pas un mécanisme qui va tuer l'insecte, mais par un mécanisme de confusion sexuelle qui va limiter sa reproduction. Donc, dans mon exemple tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une centaine de papillons sur le champ qui vont consommer une partie de la récolte, mais éviter qu'il y en ait 10 000 qui la réduisent à néant? Et donc, on n'est pas en train d'emmener l'espèce à sa perte, et on est juste en train de contrôler en fait son mode de développement. Et la deuxième chose est que ces phéromones sont en fait l'odeur naturelle de l'insecte,
qui est synthétisé de façon chimique, mais qui du coup n'amène pas à une adaptation, parce que les phéromones sont la façon dont, utilisés par l'ensemble des espèces animales, sauf l'homme, qui a développé un cerveau qui lui permet d'avoir d'autres modes de communication, comme la parole et les gestes, pour communiquer entre elles. Donc, ces phéromones n'ont pas d'alternative et il n'y a aucune résistance ou évolution qui ait été perçue ou qui soit envisagée à cause de cette problématique de communication. Il faudrait que les animaux se mettent à communiquer différemment. Je suis encore en mute. Merci beaucoup, Monsieur Jachet. Est-ce que les élèves, vous avez encore une question pour Monsieur Jachet ou deux questions? Voilà, Saron, je me doutais, Saron, que tu aurais une question parce qu'on est quasiment au bout de notre intervention. Donc, j'étais persuadée que tu aurais quelque chose à une question à poser. Donc, ma question pour vous, c'est vos études d'ingénieur, vous en avez parlé. Est-ce que vous avez étudié, par exemple, vous avez donc étudié pour un d'ingénieur industriel ou donc un groupe spécifique qui vous a amené vers ici ou parce que on comprend qu'il y a beaucoup de types d'ingénierie, donc mécanique, chimique, etc. Et est-ce que ça vous a aidé dans votre travail d'aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question. Je pense que les études d'ingénieur développent en fait des capacités analytiques qui ensuite peuvent s'appliquer à des séries de domaines extrêmement variés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec certains des métiers qui sont réalisés par certains de mes camarades. Les études que j'ai faites étaient des études qui étaient très généralistes pendant les 5 premières des 6 années et qui auraient permis en fait à l'issue de ces 5 années de choisir un métier qui aurait pu être parmi ceux que je vous décrivais tout à l'heure. Ensuite, moi, je m'étais rendu compte que je n'avais pas envie d'avoir une activité technique autour de mon métier et que je voulais une diversité de sujets. Donc, mon tempérament et ma curiosité m'amenaient à préférer évoluer en fait sur différents sujets. Et j'ai fait une spécialité donc davantage en économie, en économétrie, en finance, même dans un contexte d'études d'ingénieur, qui ensuite m'a amené vers ces études. Mais je ne regrette pas du tout les études que j'ai faites parce que je pense qu'aujourd'hui, elles me permettent, dans ces 25 sociétés que j'ai accompagnées au fil du temps, de comprendre leur métier, qui est souvent technique, et d'appliquer en fait cette méthodologie d'analyse à tous les secteurs. Sachant qu'après, on n'est jamais expert en fait sur tous les secteurs et on va chercher l'expertise spécifique, soit technique, soit en termes d'information, auprès de tiers qui peuvent l'apporter. Ok, très bien. Ulysse, je crois que tu avais encore une question pour ton papa et après, ce sera la dernière. Ça sera la dernière. Tu vas conclure? Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe si qu'est-ce qui se passe si tu manges trop de produits chimiques? Est-ce que tu peux mourir? Alors, c'est une bonne question, effectivement. Ce n'est pas sain pour l'organisme et ça peut amener au développement de maladies ou de cancers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une volonté de tous les gouvernements de limiter la consommation ou l'application en fait de produits phytosanitaires, donc que ce soit fertilisants, herbicides, pesticides, et que de nouvelles alternatives, comme celles dont j'ai parlé, il y en a quelques autres, permettent d'envisager une réduction de cette quantité de produits chimiques pour avoir un contrôle. C'est ce que Madame Faure appelait tout à l'heure le biocontrôle. On contrôle la biologie, sachant qu'il y a une forte pression pour produire, pour nourrir les humains correctement, mais il faut faire ça de façon attentive pour ne pas les empoisonner et pour ne pas perturber le mode de fonctionnement de la nature et polluer les nappes phréatiques. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Jachet. Merci beaucoup pour cette intervention. Ben, merci à vous. Merci à vous. Et puis, ce à quoi je peux vous encourager, les enfants, c'est soyez curieux et travaillez tous les sujets parce que vous apprenez à apprendre. Alors, ne quittez pas. Je vais juste